Bobiso, Zongisa Biso, Nabobiso, Boania. Bonjour et bonsoir chers internautes fidèles de Bobiso Média. Bienvenue dans le 4e numéro de notre émission Derrière ma caméra. Nous avons un invité aujourd'hui qui nous vient de Suisse. C'est un chef d'entreprise bourré des talents qui peuvent être utiles pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais avant de le découvrir, le portrait. Il est né le 1er décembre 1967 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'une mère congolaise et d'un père congolais d'origine angolaise. De par sa mère, il est originaire de la province du Congo central, district Cataracte, territoire de Mbanza-Ngungu. École primaire à Kinshasa, avec 2 certificats des études primaires. Cycle d'orientation au collège Bonsomi, à Njili, quartier 4. Humanité technique à ITI Njili et Bosembo. Enseignement supérieur et universitaire à l'ISTA, section électricité industrielle. On est rentré au pays, on s'est rendu compte qu'il y avait des démarches à faire. La vision européenne n'est pas la vision africaine, donc il fallait adapter, conjuguer les deux par rapport à la réalité du terrain. Arrivé en Europe en 1990, mise à niveau au CETA puis IFAGE, technicien en électrotechnique, appliqué et automate programmable. École d'ingénieurs de Genève, électronique et électrotechnique appliquée. Ancien fonctionnaire de l'État de Genève pendant 6 ans en gestion administrative et intégration socio-professionnelle et ancien cadre de l'UNC de Vital Caméré. Plusieurs formations en autodidacte dans l'ingénierie de l'eau, environnement et traitement des déchets, chef d'entreprise Arcantech Engineering, délocalisé au Congo en 2010. On a vu qu'on ne pouvait pas mettre en place un projet sans pour autant qu'on soit installé officiellement. Donc aujourd'hui, Arcantech Engineering SPRL existe au Congo. Actuellement consultant et expert indépendant dans la conduite des chantiers et réalisation de projets de développement. Rémi Luvumbu. Monsieur Rémi Luvumbu, bonjour. Bonjour. Nous venons de voir les portraits que notre équipe Bobiso a dressés sur vous. Est-ce que vous confirmez que c'est vous? Il y a eu une erreur ou c'est réellement vous? Non, effectivement, ça c'est mon cursus. Hein. Okay, donc c'est bien moi. Merci beaucoup. Alors, comme ça, vous êtes né à Kinshasa. Tout à fait. Et vous êtes venu en 1990 ici en Europe. Tout à fait. Mais pourquoi vous avez quitté la RDC? Parce que là, on a vu que vous avez quand même eu un cursus scolaire assez costaud. Parce que Bonsomi, c'est une école quand même réputée où il y avait des têtes. Tout à fait. Et pourquoi vous n'avez pas continué en RDC? Vous avez décidé de venir en Suisse. Donc, comme j'ai toujours dit, mon souci, en fait, moi j'étais venu en Europe pas pour rester en Europe. Moi j'étais venu en Europe pour acheter l'outillage pour rentrer au Congo. Parce que j'estimais qu'après avoir fait ce que j'ai fait en électricité, électrotechnique, bon, le reste, il n'y a plus rien. C'est la même chose qui se multiplie avec des démonstrations mathématiques. Mais au fond, dans la pratique, il n'y a rien qui change. Quand on travaille dans un travail, on ne fait pas les démonstrations mathématiques et qu'on sort pour savoir l'origine des formules. Quand on raccorde, on fait, c'est le pratique. Donc moi, j'étais venu en Europe, mon objectif, c'était acheter l'outillage au Congo pour travailler. Ça, et aujourd'hui, le bilan est positif ou négatif? Le bilan est positif parce que je dirais, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler au Congo. Donc c'est-à-dire, mon objectif, je l'ai atteint. Dans quel sens? C'est-à-dire, je suis venu en Europe avec une valise, je suis rentré au Congo avec 80 tonnes d'outillage qui sont stockés aujourd'hui au Congo. Cependant, je ne peux pas travailler parce que la situation politique... Pour le Congo, c'est une valeur vraiment très sûre, monsieur Rémi, et sa passion de son pays est d'amener la modernité et le confort pour ses concitoyens, je trouve ça extraordinaire. On y reviendra par rapport à la situation politique. En 2010, vous étiez au Congo, vous avez tenté de faire quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez encore aujourd'hui
Voilà, c'est-à-dire c'était 2008, après 2008, 2009, 2010. Donc il y avait à l'époque, on a mis en place la maison de Congolais de l'étranger. J'étais contacté par Madame Colette Chomba. Elle était venue en Suisse. Elle m'a fait la proposition pour aller travailler au Congo. Je trouvais que ça correspondait avec mes objectifs, ma vision. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai délocalisé mon entreprise qui était en Suisse. J'avais quand même 11 employés. Donc j'étais spécialisé. Au Congo, là? En Suisse. En Suisse, oui. Donc, juste à titre d'information, c'est la première entreprise d'un noir depuis que la Suisse existait. Un noir qui a créé l'entreprise dans les transports et distribution de l'énergie. Il y a eu pas mal d'autres, il y a eu d'autres entreprises dans d'autres domaines. Dans ces domaines-là, je suis la première personne qui, non seulement la première personne, mais un Congolais qui a mis en place une entreprise de transport et distribution d'énergie. Donc j'ai travaillé spécifiquement avec, je faisais la sous-traitance industrielle, de la service industriel de Genève, du service industriel de Genève, de ABB, de Schneider. Bon, maintenant je commence à m'étendre dans l'architecture, dans la construction des ponts, des routes. Mais depuis que je suis né, je ne fais que l'électrotechnique, plus... Dieu sait que toutes ces compétences-là, le Congo en a réellement besoin pour son développement. Mais depuis 2010, vous êtes déjà retourné au Congo. Justement, quels sont maintenant les rapports avec ce que vous avez commencé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en fait? C'est-à-dire 2008-2009, j'ai toujours pas été d'accord avec la politique menée au Congo. Mais cependant, je me suis dit, j'ai mis la politique de côté. Je me suis dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais les Congolais sont là, ils seront toujours là. Les pouvoirs, les dirigeants partiront, mais ils laisseront les Congolais. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? J'ai mis un peu de côté les divergences politiques. Je me suis dit, je vais me lancer dans l'économie, dans le développement, qui est mon dada. J'arrive sur place, malheureusement, j'ai été confronté à une réalité, c'est que la politique n'étant pas comme il faut, ce qui fait que la politique nous a rattrapés. Donc on était obligé d'intégrer les 5 chantiers, toutes ces histoires-là. Bon, quand on est sur place, honnêtement, c'est très difficile de dire non. On fait semblant jusqu'on trouve les moyens de quitter le pays. Moi, personnellement, je n'ai pas accepté. Donc, mis à part cela, je peux vous dire, j'étais, normalement, en 2010, c'est moi qui devais raccorder toute la ville de Kinshasa. J'ai eu l'offre en électricité, en électrotechnique. Donc, quand il y avait les cinquantenaires, j'avais reçu l'offre indirectement, c'est toujours pas à l'intermédiaire de X ou Y, j'avais reçu l'offre pour assurer la fourniture d'électricité sur toute la ville de Kinshasa. Et tous ces projets-là ont été jetés à l'eau comme dans le baraque. Baraminamaï, quoi. Ah ben, bien entendu, vous savez, quand la politique ne va pas, vous pouvez avoir des belles idées, vous pouvez avoir des propositions, ça ne sert à rien. Mais en politique, à un moment donné, vous étiez rapproché de l'INC de Vital Kamerhe. Qu'en est-il là? Juste un petit mot, après on y reviendra un peu. Voilà. C'est vrai que ça c'est la croix qui va m'amener même peut-être à ma tombe, je ne sais pas. Je dirais ceci. Bon, ma démarche, les Congolais ne l'avaient pas compris. C'est-à-dire, j'avais bien dit à l'ère actuelle. C'est-à-dire, j'avais fait le parcours des politiciens congolais, de la classe politique congolaise. Croyez-moi, mon frère, je l'ai même dit dans une émission que j'ai fait, si vous permettez, à Téléchamp, où je disais que Mbandana. Nous le saluons, famille. Voilà, nous saluons, famille Koussonika. J'avais dit, Mbandana, soit Boga, Kouanga n'a raté, il faut reconnaître, Mokolo Bobo, Nambanda, Namwasi Nayo, Aroui rappeler. Je disais ceci, moi j'avais vu la classe politique congolaise, les politiciens congolais qui promettaient à ces moments-là. Il avait ses acquaintances, ses antécédents, ça c'est pas mon problème. J'ai bien défini. J'ai dit, nous nous sommes rejoints. C'est-à-dire, quand on s'est rejoint avec quelqu'un, c'est que lui, il a son passé, moi j'avais mon passé. Ce qu'il a fait dans le passé, je ne peux pas assurer, apporter les chapeaux. Mais sa vision correspondait, corroborait avec ma vision. La reconstruction du Congo, c'est-à-dire aller dans l'esprit de pacification, dans la tolérance, dans les échanges, partage avec des voisins consorts. Cette vision-là m'a intégré, m'a interpellé. Je me suis dit, pourquoi pas se rapprocher d'une personne qui a la même vision que vous. Et évidemment, quand vous vous rapprochez d'un politicien, à la longue, vous allez porter quand même son maillot, que vous le vouliez ou pas.
Mais cependant, je n'ai jamais été, c'est-à-dire, comment je peux le dire? Politicien, enfin... Voilà, je n'ai jamais été politicien. Moi, j'étais plus dans la vision du développement. Je me suis dit, je m'approche à ces partis politiques appliquer, en fait, voilà, pour mettre en application ma vision. Alors, vous êtes venu en Suisse. Et qu'est-ce que la Suisse vous a apporté par rapport à vos compétences que vous avez acquis au Congo, je rappelle? Tout à fait. Moi, je dirais, tout ce que j'ai fait en Europe, c'est ce que j'ai appris au Congo. Je peux dire aux gens, donc ça veut dire qu'au Congo, il y a quand même de la matière. Tout ce que j'ai fait en Suisse, j'ai fait l'ingénierie en électronique, électrotechnique appliquée. Oui, mais je n'ai fait que refaire ce que j'avais fait déjà au Congo. Vous voyez, tout ce que j'ai fait en Suisse, c'est ce que j'ai appris au Congo. Je n'ai pas appris. Certes, la Suisse m'a amené une autre vision dans l'organisation, c'est-à-dire la vision peut-être dans... concernant la gestion de l'entreprise, être sérieux au travail, respect de l'air, rigoureux, d'autres visions. Mais la pratique, techniquement parlant, je dirais la Suisse ne m'a rien apporté. Mais la Suisse m'a apporté plutôt la vision, la relation humaine, parce que moi, quand j'étais petit... C'est ce qui justement vous a amené à monter votre entreprise Arcantech Engineering. Ouais, tout à fait. Par la suite de ça, en fait. Tout à fait. Et c'est quoi, en fait, cette entreprise? C'est-à-dire, Arcantech, c'était, au début... Il faut comprendre qu'il y a deux visions. Il y a Arcantech Engineering, SARL, et Arcantech Intelligence. Arcantech Engineering, SARL, c'était une entreprise privée qui était à 46 rue du Nord d'Avril, à Vernier, à Genève. C'était une entreprise qui était spécialisée dans le transport et distribution d'énergie et puis construction mécanique, électrotechnique. Donc j'ai travaillé plus, moi je ne travaillais pas pour des petites maisons, installations, 20 ampères, non. Moi je travaillais je faisais la sous-traitance des grandes entreprises. Donc je répondais par exemple à la problématique des délestages, il va y avoir coupure, moi j'interviens, je mettais en place des systèmes pour éviter qu'il y ait des coupures. C'est-à-dire j'étais spécialisé dans les systèmes non-break. C'est-à-dire un système non ça, les termes techniques, voilà. je ne me connais pas. Tout à fait. Et je suppose que vous aurez le temps de nous expliquer peut-être en profondeur. Pas de souci. Comme dans cette émission où tu es invité, c'est derrière ma caméra. Voilà. Donc je vais vous laisser tout seul face à moi. Et là, nous allons essayer de rentrer un peu plus en profondeur par rapport aux questions. Et pas de langue de bois, s'il vous plaît. Pas de souci. À tout à l'heure. Vous voici derrière ma caméra, Rémi. Je rappelle juste que vous êtes chef d'entreprise. Vous nous direz si vous êtes en hibernation ou en activité. Et Arcantech Engineering, qu'est-ce que c'est réellement? Arcantech Engineering, Arcantech XR existait bien en Suisse, spécialisé dans le transport, distribution d'énergie et la construction électromécanique, électrotechnique. Après la proposition des gouvernements congolais d'aller travailler au Congo, donc, ayant délocalisé l'entreprise, c'est clair que 80 tonnes d'outillage, je l'ai exporté au Congo. Cependant, par rapport à mon travail proprement dit, bon, j'attends que la situation se stabilise en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mon objectif, c'est rentrer au pays, travailler. Je suis un chef d'entreprise en stand-by, en hibernation. Chef d'entreprise en stand-by. Ah là, en hibernation. Chef d'entreprise en hibernation, mais j'ai continué à travailler comme un ingénieur électrotechnicien. Tes compétences seront bien utiles pour les Congos de demain, Rémi. Alors, l'actualité, la date du 19 décembre était annoncée comme le grand jour. Quel est ton ressenti? C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis très déçu. Moi, je suis très déçu des politiciens, mais je suis vraiment déçu des Congolais que nous sommes. Comme on dit, tout peuple mérite ses dirigeants. Si nous avons des dictateurs comme nous avons au Congo, c'est parce que nous sommes ce que nous sommes. Si nous n'étions pas ce que nous sommes, nous n'aurions pas eu les dictateurs que nous avons au Congo. Donc aujourd'hui, quand je dis je suis déçu des Congolais, je suis déçu de moi-même et de tous les Congolais que nous sommes. Parce que nous n'avons pas pu faire respecter un contrat qui nous liait avec les pouvoirs en place. On va dans les négociations alors que la personne est en fin mandat. Depuis le 19, je ne dors plus. Moi, j'attendais qu'on applique ce qui est écrit. Vous voyez, il y a un contrat social. On ne discute pas. Parce que si aujourd'hui on négocie avec les pouvoirs en place, nous devons négocier avec le président qui viendra aussi. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Et moi je dirais même, on ne devait pas attendre le 19 décembre. Pourquoi on ne devait pas? Parce que logiquement, il devait définitionner avant le 19 septembre. Parce qu'il fallait qu'il fasse l'appel du corps électoral.
Vous trouvez que c'était une attitude naïve de la part des Congolais et de sa classe politique qui a espéré voir la fin du pouvoir de Kabila les 19 derniers? Vous savez, moi je vous ai toujours dit, ceux qui me connaissent, ils savent mon acharnement contre certaines personnes, contre certains politiciens. Il faudrait bien que j'insiste là-dessus. Quand je dis je suis dessus des Congolais, que nous sommes, les Congolais c'est l'ensemble, hein, et les politiciens sont des Congolais. Mais tout Congolais n'est pas politicien, mais tout politicien est Congolais. Bon, il y en a certains, hein, il y a un peu des histoires un peu doutées. Voilà. Quand vous traitez un enfant de mal élevé, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que vous insultez ses parents. Parce que c'est les parents qui élèvent. Quand je suis dessus des Congolais que nous sommes, donc je suis triplement dessus des non-politiciens. Comme je l'ai toujours dit, au Congo, il n'y a pas de politiciens. Tous ces gens-là sont des aventuriers. Et je ne cache pas. Je ne fais pas la langue de bois. Certains me disent, oui, il faut modérer un peu vos paroles. Peut-être que vous aurez affaire avec ces gens-là. Moi, je m'en fous. Je dis ce que je ressens. C'est aux Congolais de décider. On peut prendre des termes qu'on veut, mais ce qui s'est passé au Congo, ça ne s'est jamais passé au monde. On nous a déshabillés en public. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et en plus, certains politiciens qui avaient l'avenir, par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est ça qui m'a poussé. Parlant des politiques, Rémi, tu étais proche de l'UNC de Vital Kamerhe. Il y a eu divergence entre vous. Que s'est-il passé? Il y a eu divergence parce qu'il y avait un engagement. Nous avions un pacte d'honneur. Depuis les 19, je me suis décidé, moi aussi, je m'engage politiquement. Je voudrais présenter d'abord... C'est-à-dire. Voilà, je voudrais présenter mes excuses aux Congolais. J'avais dit autrefois, je n'avais pas besoin de faire la politique. Je disais que la politique, pour moi, c'était une perte. Mais je me suis rendu compte, laisser la place à ceux qui ne sont pas compétents, ça serait... c'est une forme de culpabilité, c'est-à-dire une forme d'irresponsabilité. Moi, je me suis engagé dès aujourd'hui. J'ai décidé, les élections futures, je vais me présenter comme candidat aux élections présidentielles. Donc Rémi Luvumbo sera candidat aux élections présidentielles prochaines. À moins qu'il y ait des complications. Mais personnellement, je pense que je suis en mesure. Qu'est-ce qui motive justement cette décision? Mais parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont au Congo, j'ai fait du travail pour eux. Mais je me suis rendu compte qu'ils n'arrivent pas à porter le projet. Je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer à faire pour les autres. Mais les autres, ils le font pour leurs propres intérêts. Je veux montrer aux Congolais, je veux montrer à la face du monde. On peut être président de la République, être honnête. Jusqu'aux quand nous allons travailler pour les autres. Jusqu'à quand nous allons leur donner le projet. Je me suis rendu compte qu'ils n'arriveront jamais à porter cette vision de développement. Je me suis dit, moi-même, je porterai cette croix. Je vais dire ceci. J'ai seulement une chose que j'ai plus que tous ces politiciens. Il y en a beaucoup qui sont plus intelligents, peut-être qui ont fait des études plus que moi. Mais je pense que tout ce monde-là, ils sont malhonnêtes. Je vais dire aux Congolais, être président au Congo, c'est seulement être honnête. Si vous êtes honnête, vous avez la meilleure des qualités. Ok, toi seul porteras la croix. Qu'en est-il de tes projets, Rémi, depuis ton dernier séjour en République démocratique du Congo? Moi, j'ai mis en place un projet de développement du Congo, développement intégral pour 15 ans. Comment développer le Congo, c'est-à-dire le développement intégral, amener le Congo au niveau du pays de l'Union européenne. Sur quel type d'aspect? Parce que quand on parle du développement, c'est un peu vague. C'est-à-dire, développement intégral, c'est-à-dire refonder le Congo, reconstruire. Parce que le Congo, jusque-là, c'est Zazamba. Il n'y a rien qui est fait. Quand on peut vous dire qu'on a fait 5 chantiers, 6 chantiers, 7 chantiers, 0. Mais je vais ramener le Congo dans un niveau où les gens vont voir l'évolution. C'est-à-dire une évolution visible. Vous aurez une campagne où il n'y aura pas de publicité. Vous allez voir les changements qu'il y aura au Congo. C'est-à-dire que chaque Congolais va intégrer le projet de développement du Congo. Ce n'est pas des projets farfelus où on vous dira 5 chantiers, non. Moi, c'est un projet qu'on va expliquer. Il y aura un projet à moyen terme, à court terme et à long terme. C'est-à-dire, on vous dit dans 3 mois, vous allez voir ça. Dans 3 mois, vous venez, vous le voyez. Donc, je veux dire que tu seras, les Congolais seront capables par rapport à ton programme de te juger au fur et à mesure que tu avances. Ça veut dire dans le 1 mois, dans le 2 mois, dans le 3 mois, maintenant la progression, ce qu'ils ont, parce que voilà. Peut-être que tu me permettras de intervenir, Moké,
c'est ce qui a fait défaut aujourd'hui, c'est que les Congolais ont laissé les gens et puis ils reviennent 5 ans après pour faire les bilans. Voilà. Et entre-temps, ça laisse le temps à la personne de bien s'asseoir et comme à la fin, difficile à les faire partir. Et moi, personnellement, je suis séduit par cette idée-là que de laisser les Congolais juger au fur et à mesure dans le temps, au moyen, court, long terme, non, le bien. Mais je te laisse poursuivre. C'est-à-dire, le projet, je dirais ceci, il y a 1000 jours dans ce projet pour développer le Congo dans 15 ans. Certes, la Constitution nous dit qu'il y a 2 mandats renouvelables une seule fois. On ne peut pas faire 15 ans. Mais moi, je pense que si on a pris l'élan, les autres personnes pourront venir accompagner. Le projet se base sur 3 chantiers, 3 grands chantiers. Ce qu'on appelle les chantiers de la sécurité nationale, qui intègrent les réformes institutionnelles, la création d'une armée républicaine, la police et consorts, réforme des institutions et réforme de la forme de notre politique. Je vais juste développer là-dessus. Avant d'aller dans ces 3... Premier chantier, c'est qu'on est le chantier de la politique et les chantiers de la sécurité nationale. C'est-à-dire, avant de rentrer dans ces chantiers de la sécurité nationale, il y a 1000 jours. On dit 1000 jours pour une économie intégratrice dans un Congo nouveau et prospère. C'est-à-dire, je vais signer un contrat avec le peuple congolais. C'est-à-dire, donnez-moi 1000 jours, après on définit les bases des références pour me juger. Parce qu'aujourd'hui, on a fait le check-up du Congo en étant à l'étranger. C'est que le projet... Oui, c'est réaliste, mais il faut vraiment quantifier, faire une étude qualitative et quantitative sur le terrain. C'est les estimations, ça peut être juste ou n'est pas juste. Mais il faut faire les maîtrises, il faut mesurer pour avoir un vrai budget. C'est un projet qui est séparé, c'est ce qu'on appelle budget de maintenance correctif et curatif. Je vais expliquer. La condition, même pour aborder les 2 autres chantiers. Nous avons le vrai problème de la concorde nationale. Nous avons le problème des clivages de l'Est, l'Ouest. Nous avons le problème d'identité nationale. Nous avons le problème de l'interprétation de la Constitution. Nous avons le problème des institutions. On ne sait pas qui dirige quoi. Je vais dire au peuple congolais. L'erreur que nous avons fait, nous offrons au président les pays. Il faut que cela cesse. Le président, une personne ne peut pas être le garant de l'unité et de l'intégrité nationale. Le président sera un maillon dans la chaîne de l'intégrité nationale, dans la chaîne de la sécurité nationale. Le président aura ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire conféré ou concédé. C'est-à-dire qu'il y aura des gens, le président avant d'exercer, il doit demander le pouvoir. Nous devons changer la structure même de notre pays. Le Congo est trop grand pour être un État unitaire à la forme d'une république. Vous voulez la morceler, mais c'est déjà fait. Là. Non, ce n'est pas morcelé, c'est-à-dire que le Congo restera uni et unitaire. Mais le Congo doit aller dans une forme d'un État fédéral. Parce que vous avez un président de la République qui habite à Kinshasa, il n'a jamais été à Kasongolunda. Comment voulez-vous qu'il dirige Kasongolunda? Il n'a jamais vu les pics. Non. C'est pour cela, le pouvoir, il faut que ça soit proche du peuple. Voyez, je peux vous dire par exemple, nous voyons M. Kanyama, il fait ses déboires qu'il fait. Je suis sûr et certain dans son village, il ne fait pas ce qu'il fait. Parce qu'il y a des mamans qui l'ont vu naître. Il faut que la loi ait la primauté. C'est-à-dire que je n'ai pas peur d'arrêter mon père, parce que ce n'est pas moi qui va l'arrêter, c'est la loi qui va l'arrêter. Donc, les hommes ne vont qu'exercer le pouvoir, qu'ils soient proches ou pas, mais ils seront... Vu qu'ils seront à côté de la population, ils auront la réalité du problème. Et nous allons donner le pouvoir aux gouverneurs. Les gouverneurs des provinces doivent être comme des vrais présidents. Le président doit avoir seulement un rôle, ce qu'on appelle des régulateurs. Le président va assurer l'équilibre des niveaux de vie sur tout l'étendue de la République. Le président ne doit pas être là pour gérer tous les problèmes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On fait un pont de 3 mètres, on dit, sous l'influence du chef de l'État. On va distribuer les makayabou dans les institutions sous l'influence du chef de l'État. Alors posez-vous la question. Les recteurs des instituts supérieurs, ils font quoi? Les chefs des collectivités, ils font quoi? Et ça, nous devons arrêter cela. Nous devons montrer aux Congolais, le Congo t'appartient toi personnellement. J'apprécie beaucoup de Koliezer quand il dit moi na Kolo Lupango. Nous devons tous nous considérer, c'est mon Congo à moi. Ce n'est pas
Aujourd'hui, les Congolais se sentent étrangers dans leur propre Quand on pays. dit que c'est la propriété privée d'un groupe. Et ça ne se fait pas. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, les Congolais ont peur d'aller au Congo. Vous avez peur dans votre pays où vous êtes né. Nous sommes dépaysés. Et ça, ce sont les choses que je vais enlever dans la première partie qui est le premier chantier, les chantiers de la sécurité nationale. Le deuxième chantier, c'est les chantiers, ce qu'on appelle la politique énergétique maîtrisée et les options de l'autosuffisance multisectorielle. Ah, voilà, bah, gros mot, hein. Non, mais vous avez gros monté. Et ça va à l'ensemble, on a essayé de le condenser. En fait, je vais vous dire, tous ceux qui disent 5 chantiers qu'on dit au Congo, pour nous, c'est un chantier ou 2 chantiers. Tous ceux qui ont dit, c'est des blabla, c'est les slogans des campagnes. Je vais expliquer. Dans un premier temps, déjà, nous avons un programme. On peut faire un recensement sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo avec 900 millions de dollars sur 365 jours. Et bien avant de faire, nous savons déjà combien il y a. Je vais expliquer aux gens, vous devez comprendre pourquoi on fait le recensement. Les gens ne comprennent pas pourquoi on fait le recensement. On doit nous dire, on fait le recensement, c'est une condition pour qu'il y ait élection. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi on fait le recensement, surtout présidentiel? Pour définir l'étendue de l'électorat, la circonscription. Mais pour le président, la circonscription, c'est quoi? C'est la République. On n'a même pas besoin de faire le recensement. Parce que s'il y a la transparence, les nombres de gens qui ont voté, vous comptez les bulletins. Donc, ça sert à quoi le recensement? Le recensement est utile dans un pays pour mettre en place un budget. Ah bon? Pour l'élection, je suis désolé, pour l'élection, vous allez faire l'exemple pour faire quoi? Pour savoir le nombre d'électorats. Oui, vous allez compter les bulletins. Les bulletins qu'on a mis, celui qu'on a mis, vous comptez celui qui a gagné. Parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est pourquoi on comptabilise le nombre de la population, mais on n'a même pas besoin de compter. Aujourd'hui, le recensement s'est fait tous les jours. Quand il y a naissance, on comptabilise. Il y a des équations mathématiques, la continuité, la projection, la limite qui est là pour faire. Je peux vous dire aujourd'hui, quand ils vont faire les recensements, nous on a déjà fait. Je peux vous dire aujourd'hui, nous sommes 80 à 81 millions d'habitants. Alors, prenez la question. Vous dépensez 900 millions de dollars pour faire l'élection. Moi, à 10 minutes, avec une équation mathématique, je sors le nombre de 81 millions d'habitants. Posez-vous la question. Vous avez besoin de tous ces paperasses pour faire les recensements, pour dépenser 900 millions ou d'une équation mathématique. Pourquoi nous allons à l'école? Hein? Ce sont des estimations qu'on peut le faire. Ouais. Et je l'avais dit et je peux le répéter. Aujourd'hui, nous avons une vision, on peut reconstruire le Congo. Alors, tous ces paramètres-là nous permettent à quoi? Tous ces paramètres nous permettent à définir les projections. Faire une projection à moyen, à court terme et à long terme. Arrêtez les gens qui vous amènent des projets à 10 ans. Arrêtez. Il faut les projets, on doit vous amener le projet dans 2 mois. Qu'est-ce qu'on va faire dans 2 mois? Pour que dans 2 mois, vous puissiez observer, Déjà quantifier. Voilà. On vous amène un projet dans 5 ans. Quelqu'un qui a fait 16 ans, on veut le prolonger de 2 ans. Mais si dans 16 ans, il n'a rien fait, vous pensez qu'il va faire quoi? Je vais vous dire, mes frères et sœurs, si le Congo va mal, ce n'est pas parce qu'il y a des Mindélé qui viennent nous piquer. Arrêtez cela. C'est faux. Le Congo va mal parce que ce qui nous reste, nous ne savons pas le gérer. Si nous savions gérer ce qui nous restait, le Congo évoluerait. Je vais vous poser une question, vous allez répondre vous-même à la maison. Si vous avez 100 dollars, moi je viens, je vous vole 20 dollars, et je prends 20 dollars, j'achète les meubles chez moi. Vous restez 80 dollars, vous n'avez pas de meubles. À qui la faute? Merci beaucoup. Je vous laisse arrêter. Et le 3e chantier, c'est ce qu'on appelle les chantiers de la personne humaine. Les chantiers, la politique sociale, santé et de l'éducation. C'est-à-dire les Congolais doivent, il faut qu'il y ait une émancipation mentale, morale, spirituelle, intellectuelle et psychologique. Au Congo, vous rendez-vous compte le passé, comment ils arrivent à manipuler les Congolais? Posez-vous la question, comment une personne peut être... Ça veut dire que vous allez réguler un peu le côté religieux, tout ça. Ça va être voilà. avec les Ce n'est pas à moi de régler, nous allons définir. Parce que arrêtons de mettre en place le président, Dieu le Père, qui va régler les choses avec des baguettes. Non. Moi, j'amène la vision de la collégialité. Une vision que le président, comme disait Mobutu... Travailler avec le peuple. Voilà, travailler avec le peuple. Comme Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tout son peuple, il peut tout. C'est-à-dire, nous devons arrêter ces présidents qui vous amènent les idées, je vais construire. Il va prendre où l'argent? Le pays n'a pas d'avion, mais des particuliers ont des avions. Posez-vous la question. C'est quoi ces problèmes?
j'appelle le peuple congolais, vous et moi, nous sommes responsables. S'il y a des dictateurs, parce que nous avons permis qu'il y ait des dictateurs, il ne faut plus qu'il y ait cela. Donc, prenons nos responsabilités. Et moi, la vision que j'amène, c'est-à-dire un pouvoir qui se rapproche du peuple. L'ensemble de cela, c'est un projet qui est défini, bien entendu, 5 ans. Mais c'est-à-dire, la première année, nous aurons un budget de maintenance corrective et curative. C'est-à-dire, c'est un projet, la première année, on a besoin de 300 milliards. Alors, les gens diront 300 milliards, c'est beaucoup. On va les avoir où? C'est simple, l'argent, c'est le papier, on va les fabriquer. Parce que ceux qui ont l'argent, ils prennent où? Je vais démontrer aux gens. En fait, Aristote avait défini l'argent comme 3 éléments. L'argent, c'est l'élément d'échange, unité de réserve, et puis une garantie, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, si vous avez la sécurité, vous avez la garantie, vous avez l'argent. Posez-vous la question. On entend souvent les Américains, la Fed a réévalué ses valeurs des lingots d'or. Voilà. Et African Business a évalué en 2010, je ne me trompe pas, que le Congo avait une réserve enfouie des minéraux qui équivaut à 24 000 milliards. Donc c'est de l'argent. Vous voyez? Et c'est ça cet argent. Il suffisait de mettre en place une vraie république avec une légitimité. Au niveau du Congo, il n'y a pas de problème. On peut multiplier les billets qu'on veut. C'est au niveau international. Parce que nous ne produisons pas, nous achetons la production. Ce qui est produit à l'extérieur. Alors, bien entendu, il faut que l'argent, c'est que je donne au producteur, soit équivalent à ce qu'on me donne. Pour qu'on me donne cela, il faut que je signe des contrats, c'est-à-dire j'apporte une certaine garantie. C'est pourquoi j'ai dit, si on met en place une vraie république, avec des valeurs sûres, avec un pouvoir légitime, il y a des institutions internationales qui doivent évaluer notre potentialité. J'invente le système tricaméral, c'est-à-dire on doit donner le pouvoir au gouverneur. C'est-à-dire que les Congos, on doit les transformer, les ramener sous forme un État fédéral semi-présidentiel. C'est-à-dire que le président a le pouvoir, ce qu'on appelle pouvoir discrétionnaire, mais concéder. On vous concède quelque chose, on peut vous la répondre. Les provinces vont être dirigées comme une république. Cela va nous éviter d'avoir des hommes sans compétences. Un gouverneur doit être un vrai chef d'entreprise qui sait faire les budgets, qui sait faire des projections. Chaque province doit avoir un budget. Nous aurons un budget fédéral et un budget provincial. Et les Congolais auront 3 sortes d'impositions. Imposition communale, imposition provinciale, imposition fédérale. Imaginez-vous, vous habitez à Maloueka. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous devez vous en référer au président de la République. Vous allez le voir quand? Mais par contre, si vous devez vous référer à votre chef de commune, vous allez le voir forcément un jour passer dans votre coin. Et le but pour ce qu'on appelle le système tricaméral, c'est-à-dire qu'il y aura les parlements, les sénats et ce qu'on appellera les grands conseils. Les grands conseils, c'est quoi? C'est-à-dire chaque province aura un gouverneur et ces gouverneurs vont se réunir. Ils auront un président du grand conseil. C'est-à-dire quand le président doit engager la nation, par exemple déclarer une guerre, il doit demander le pouvoir au grand conseil. Il doit demander le pouvoir au congrès. Ce qu'on appelle les congrès simples et congrès élargis. Les congrès simples, c'est les congrès qui vont intégrer le parlement et le sénat. Mais le congrès élargi, c'est le congrès qui va demander le parlement, le sénat et les grands conseils. Les grands conseils, c'est quoi? C'est les gouverneurs, entre autres les chefs coutumiers, c'est-à-dire ceux qui seront proches de la population. Ça va nous permettre à quoi? À réduire le pouvoir des présidents. Et quand vous avez un peu de pouvoir, quand vous devez demander, c'est que vous devez négocier. Chez nous, le président ne négocie pas. Il s'impose, il dit, et puis les choses doivent se faire. Oui, Rémi, comment comptes-tu résoudre le problème du tribalisme au Congo aujourd'hui? Premièrement, pour résoudre le problème du tribalisme, il faut reconnaître qu'il y a du tribalisme au Congo. Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a le tribalisme, vous ne pouvez pas le résoudre. Beaucoup de gens font semblant. Moi, je reconnais qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus tribales que les autres. Peut-être ils ont vécu un passé. Peut-être, vous savez, quand vous opprimez un peuple, ils finissent par se mettre ensemble. Mais cela n'est pas une raison. Pour résoudre cela, voilà. C'est pourquoi j'ai dit que le président aura un rôle de ce qu'on appelle des régulateurs. Quand vous avez un rôle de régulateur pour mettre en place ce qu'on appelle la péréquation financière, pour créer l'équilibre dans toutes les régions, il n'y a que l'équilibre qui va
limiter le tribalisme. Quand vous avez le même niveau de vie à Lubumbashi, le même niveau de vie à Kinshasa, le même niveau de vie à Kasumbalesa, il n'y aura pas de jalousie. Les tribalismes viennent parce que certaines régions, ils se sentent dotés de richesses, ils se disent à cause des autres que les choses ne vont pas. Vous avez parlé de la concorde nationale. Comment est-ce que cela va s'articuler? Le projet en soi est basé sur 5 piliers. Je l'ai dit et je le redirai. On peut faire ce qu'on veut sans ces 5 piliers. Je ne suis pas orgueilleux, mais permettez-moi de le dire, c'est l'idiome même de la solution du Congo. Premier point, nous devons mettre en place ce qu'on appelle les dialogues inclusifs. Attention. C'est ce qui vient de se faire là. Non. Suivez-moi jusqu'à la fin. Les dialogues inclusifs et compromis historiques. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait les dialogues inclusifs, ils ont fait le monologue inclusif. Il y a eu le rassemblement. Non, arrêtons. Arrête. Ce qu'ils ont fait les monologues inclusifs, ils n'ont pas fait les dialogues inclusifs. Dialogue inclusif, c'est-à-dire, nous tous nous devons avoir le même pouvoir. Dialogue inclusif, compromis historique. Compromis historique, pourquoi? Mes frères et sœurs, vous serez un peu dessus, mais souffrez-en une fois. Nous parlons souvent, on nous fait du mal, on nous maltraite. Mais nous nous sommes jamais posé des questions, le mal que nous avons fait aussi aux autres. Moi, autrefois, j'ai fait du bouddhisme comme science, comme philosophie. On me disait ceci. Quand on vous insulte, vous ne devez pas dire pourquoi on m'a insulté. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'insulte? Les Congos vont mal, on nous maltraite de tous les côtés. Oui, pourquoi on nous maltraite? Nous devons aussi nous poser la question, qu'est-ce que nous avions fait dans le passé pour qu'on vienne à nous maltraiter? Cette question-là ne s'est jamais posée. Mais moi, je pense, c'est pourquoi je dirais, dialogue, oui, mais il faut qu'on fasse un compromis historique. Je vous pose la question. Kabila a ce qu'il a comme argent. S'il doit fuir avec cet argent, ou s'il dit que j'accepte d'intégrer cet argent au Congo et que nous puissions redévelopper notre pays. Ça, c'est une question qui se pose. Vous voyez, est-ce que nous accepterons ou pas? Si vous êtes dans un système où le président décide, moi je dirais j'accepte. Mais si vous acceptez dans un système où nous allons discuter, donc un dialogue que nous parlerons ensemble. Et viendra ce qu'on appelle commission vérité et réconciliation. Parce qu'aujourd'hui au Congo, on accuse trop de monde, trop de gens. Il y a des gens qui sont accusés à tort. Il y a d'autres qui ont des morts dans les placards. Dans la conférence nationale souveraine, il me semble-t-il qu'il y avait un truc comme ça, une commission comme ça. Non, c'est-à-dire qu'au Congo, on fait souvent des choses, mais on ne finit jamais. Il faut qu'il y ait une commission de suivi. Cette commission vérité réconciliation n'est pas une forme de jugement, non. C'est ce qu'on appelle la justice molle. Une justice qui ne condamne pas. C'est une justice qui pousse les gens à s'améliorer. Si vous ne voulez pas vous améliorer, là, la justice va vous frapper. Mais si vous acceptez, vous intégrez la vision que je reconnais d'avoir fait le mal, je suis prêt à apporter des correctifs. Parce qu'il ne peut pas avoir réconciliation sans justice. Ouais. Et troisième point, dit, c'est de cette comité vérité-réconciliation sortira ce qu'on appelle un leadership consensuel. Nous devons arrêter avec le leadership populaire. Un leadership consensuel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut être dans une configuration que pour Loulou a beaucoup de monde. Mais cependant, face à la réalité du Congo, on vous dit, bon, on doit prendre un monsieur tel parce que ça va obtempérer un peu les velléités de gauche à droite, ainsi de suite, pour la raison de vivre ensemble. Cette personne est à même de nous créer cette unité. Peut-être qu'il n'a pas d'argent pour faire la propagande. S'il en avait, il pouvait en faire un peu plus. Donc, c'est ça le consensus. Nous mettons de côté nos intérêts personnels. Nous mettons en avant l'intérêt de la République. Et le quatrième point, on appelle ce qu'on appelle les réformes institutionnelles, qui est dans les premiers chantiers, qu'on appelle les chantiers de la sécurité nationale. C'est-à-dire, nous avons un problème dans la Constitution. Vous avez une Constitution qui est taillée sur mesure. Vous avez une Constitution, il y a des quiproquos. C'est-à-dire, les interprétations, la Constitution, on ne l'interprète pas. On la lit, on l'applique. Vous avez une Constitution, on dit d'un côté, pour être président, il faut être né des pères et des mères. Ça n'a jamais été dit dans les constitutions, mais les gens l'interprètent comme ça. Il faut être Congolais d'origine. Mais de l'autre côté, on dit que tous Congolais sont égaux devant la loi. Vous voyez, il y a pas un problème. Je ne suis pas juriste là-dessus. Il y a des gens qui sont venus au Congo avant que les Congos existent. On nous dit qu'ils ne sont pas Congolais. Peut-être qu'ils avaient des origines rwandaises, oui. Rwandaises comment? Les Congos, on dit ce qui est devenu présentement la République démocratique du Congo. Mais un Chinois qui habitait au Congo en 1945,
Il est congolais d'origine quand l'indépendance est arrivée, à moins qu'il refuse. Ça, ce sont des points à régler. Mais moi, je dirais aux Congolais, jugez les gens par leurs compétences, par leur volonté de reconstruire. Oui, bien entendu, nous devons avoir les visions un peu en arrière, mais jugez les gens par rapport à ça. Et le cinquième point, je parle de ce qu'on appelle les Congolais, nous devons adapter notre vocable, notre discours. Parce que les Congolais pleurent, mais ils ne savent pas revendiquer ses droits. Les Congolais crient, mais il ne sait pas parler. Prenez l'exemple et regardez les vidéos des combattants. Vous verrez, 10 personnes passent devant la caméra. Les personnes parlent la même chose. Mais on n'arrive pas à déléguer une personne pour dire cela. La première personne vient Kabila dégage. La deuxième Kabila dégage. La troisième dégage. Mais monsieur, on aurait gagné le temps. On prend une personne, il dit cette phrase, c'est fini, vous parlez d'autre chose. Nous devons adapter notre discours. Nous devons aussi arrêter de dire que c'est la faute des Blancs que les Congolais n'avancent pas. Non, ça c'est l'irresponsabilité. Vous savez, quelqu'un qui est irresponsable, il trouve toujours la faute aux autres. Nous devons regarder nous-mêmes, dire qu'est-ce qu'on a au Congo. C'est pourquoi les gens se mettent ensemble. Mais si on les rassure, une certaine cohésion nationale, je ne vois pas pourquoi. Et puis moi, j'irais même, il faut qu'on réduise cette histoire d'ethnie au Congo. Vous voyez, ethnie, machin, il faut qu'on enlève cela. Donc par rapport à ça, ça crée une concorde nationale qui est justice. Et puis, sans la justice, il ne peut pas avoir la réconciliation. Et par rapport à la réconciliation, que nous pouvons régler ces problèmes des clivages ethniques ou des tribalismes. Alors, pour finir, Rémi, nous avons tellement de choses à dire, mais pour aujourd'hui, quel sera votre dernier mot? C'est-à-dire, moi je dirais, peuple congolais, vous avez le choix. Entre les politiciens qui vous ont menti, entre quelqu'un qui vient avec un projet. C'est pas un projet en fait. C'est une réalité. Nous n'avons pas un projet. Moi, je n'ai pas un projet. Quand je dis nous, c'est une équipe. Je peux faire des jeux. Pour éviter, on m'a conseillé. Non, je dis toujours aux Congolais, quand vous voulez faire quelque chose, il faut maîtriser 80% des opérations. Il ne faut pas être celui, vous maîtrisez 20%, vous appelez les gens qui vont travailler pour vous. Non, nous avons une vision pour reconstruire le Congo dans 15 ans. La vision est établie sur 3 chantiers. Chantier de la sécurité nationale, politique énergétique maîtrisée et les options de l'autosuffisance multisectorielle. Et le chantier de la personne humaine qui est politique sociale, de l'éducation et de santé. Au bout de 15 ans, nous ramenons l'indice de développement humain à 0,6. Aujourd'hui, nous sommes à 0,3 et quelques. Nous en ramenons à 0,6 alors que la plus haute, c'est 0,9. Et sur ces mots que nous allons mettre fin à notre émission d'aujourd'hui, nous donnons rendez-vous prochainement dans notre émission et restez connectés sur Bobiso Media. J'étais derrière la caméra avec notre invité, Rémi Luvumbu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous aussi, vous souhaitez faire partie de nos invités, prière de nous contacter au 07 58 81 73 26 ou inbox sur notre compte Facebook Bobiso Media ou par mail à bobisomedia@yahoo.com.